la chambre des pharaons. Belle Isis aux ailes déployées, devant le ciel étoilé, tu ouvres tes ailes pareilles, comme pour arrêter, devant nous, enfants nés, le mal libéré avec ses méfaits. Notre première nuit dans notre maison nouvellement construite était une nuit d'orage, de pluie et de vent rarbi, soufflant très fort, ce qui annonçait une saison pluvieuse pour nous, habitants de cette région semi-désertique. C'était une promesse, l'indice d'un joli printemps, fleuri et multicolore. Hélas, c'était encore une année de sécheresse. Aïcha et moi, ainsi que nos deux enfants, nous étions tous pleinement satisfaits, car nous avions enfin notre propre demeure. Ce qui avait mis fin à un souci qui rongeait mon cœur et mon esprit de l'intérieur. C'était elle qui avait tout fait, en dépit de nos maigres salaires, du poids de nos deux familles et de tous les obstacles qu'elle avait rencontrés sur son chemin pour réaliser ce rêve longtemps refoulé. Moi, le père, le chef du foyer, j'avais la tête ailleurs. J'étais séquestré dans ma petite sphère artistique, utopique et magique, loin du réel, de l'avenir qui me paraissait flou et incertain. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'ajouter ma touche artistique personnelle à cet édifice familial. Je n'avais que des idées vagues sur l'art déco, et sans le savoir, j'avais au fond de moi-même le même objectif, un désir de retour personnel à l'ordre, à la symétrie et à la sobriété artistique. Aïcha, dans son projet, n'avait pas oublié la construction des 2 chambres pour nos 2 enfants, eux qui étaient le centre de nos préoccupations. Foued, l'aîné, avait 14 ans déjà. Moïne, le cadet, avait 12 ans. Je leur avais demandé de me proposer un sujet de leur choix, en tant que support pour décorer leur chambre. Foued était catégorique. Je m'occuperai de ça tout seul, me déclarait-il. Effectivement, elle avait peint sa chambre d'une couleur bleue nocturne, raffinée, relevée par une couleur dorée, de la corniche qui couronnait le plafond. Puis une fresque maîtresse, reproduite à partir d'un tableau de Francesco Mora, représentant Morad Reis, ou Capitaine John, le célèbre corsaire barbaresque d'origine hollandaise converti à l'islam qui gouvernait la République de Salé au début du XVIIe siècle. À mon avis, c'était un exploit artistique pour un jeune adolescent de 14 ans qui s'intéressait peu aux arts plastiques. Sa passion à lui, c'était la zoologie, particulièrement la chasse et la collection d'insectes aiguillonnés fixés à sec dans un cadre en bois et protégés par une feuille en verre, puis accrochés au mur. Moïne, avec qui j'avais vu un documentaire télévisé sur l'art de l'Égypte enregistré sur cassette vidéo, avait choisi l'art égyptien. « Je veux des dessins comme ceux des pharaons », me disait-il. Pour moi, c'était l'occasion de m'entraîner à reproduire ou à créer des travaux du même style pour redécouvrir le talent immense de ces artistes inconnus. J'avais tenté aussi d'intensifier à ma façon le talent de ces créateurs oubliés. Faire revivre la splendeur de ce passé immémorial. Vivre ces œuvres qui n'étaient pas destinées à un public, mais accompagner éternellement le défunt dans l'au-delà. Un voyage dans le temps à travers l'art. Un art qui provient du fond de l'histoire, un art
qui défie aisément notre art. Et je le proclame, le front haut. Il n'y a pas d'évolution artistique. Chaque époque, chaque civilisation avait ses rossignols. Qui peut aujourd'hui contester le talent des artistes de la rupestre pariétale? Cet art préhistorique qui incarne l'invention de la beauté dès l'aube de l'humanité, qui nous fascine et nous intrigue, qui nous permet de redécouvrir notre profonde humanité. Je commençai par lui peindre le masque d'or de Toutankhamon, une peinture à l'huile qui occupait plus de la moitié de la face interne de la porte de sa chambre. Un travail classique, inspiré d'une petite photo de 2 ou 3 centimètres, retrouvée dans une vieille revue. Le choix des couleurs, les jeux de lumière, d'après les visiteurs, étaient magnifiques. D'après Moïne, c'est bien, mais il préférait des peintures semblables à ceux des pyramides, sans distribution de valeur, avec les mêmes contours et les mêmes couleurs. Je lui répondis que c'était ma manière de travailler, pour m'accommoder avec l'espace et les lumières du lieu, pour évaluer et remanier mes couleurs et mes pinceaux, et j'avais profondément regretté l'impossibilité de réaliser des bas-reliefs et les colorer comme ces artistes le faisaient. Ainsi, j'avais passé les grandes vacances à reproduire des œuvres d'art de l'ancienne Égypte, sous une température estivale qui dépassait les 45 degrés. Je faisais des allées et venues du premier étage où se situait la chambre à décorer, au rez-de-chaussée où se trouvait la télé avec vidéo, afin de regarder le documentaire sur l'art égyptien, choisir les travaux à reproduire, faire des schémas, noter les couleurs et tous les détails nécessaires à l'élaboration de chaque peinture murale. C'était à cause du fait que les photos et les illustrations réalisées par des artistes retrouvés dans les quelques documents disponibles de ma maigre bibliothèque manquaient de talent et de couleurs adéquates. Je savais que beaucoup d'artistes s'étaient intéressés à l'art égyptien. Gauguin, Matisse, Klimt, Modigliani et même Basquiat, entre autres, et que c'était surtout les cubistes avec leur chef de file Picasso qui avaient ouvert ce rapport de familiarité contemporaine avec cet art antique. En faisant de lui une source d'inspiration et éviter une reproduction machinale, mimétique, de cette beauté qui date d'une époque reculée, moi, en reproduisant des fresques murales, je n'avais pas l'intention d'imiter quoi que ce soit. Au contraire, je désirais me nourrir de cette énergie plastique tout d'abord pour pouvoir établir d'autres liens étroits à développer avec cet art qui nous provient du profond de nous-mêmes. J'avais le sentiment que ma mémoire se dépliait devant moi, comme le disait Serra. En reproduisant ces peintures murales, j'avais aussi la sensation d'être à la recherche d'une mémoire artistique ancestrale, perdue. La beauté du trait, sa souplesse, sa simplicité, sa clarté, sa précision et sa finesse. Le choix des couleurs, leur concordance, leur réduction maîtrisée qui rendait le simple et le facile insaisissable. Tout cela, je ne pouvais l'intérioriser, l'interroger sur ce que ces artistes inconnus de l'Antiquité savaient de leur sujet, non pas ce qu'ils voyaient devant eux, et comment traduire ce savoir en un art si fini qui n'était pas destiné à être vu ou admiré. Si les cubistes s'étaient retrouvés dans l'art égyptien, moi aussi avec ma modeste expérience sur le thème que j'avais nommé homme, animal, végétal, en travaillant la spontanéité du trait
et sa multiplicité harmonieuse a dégagé des formes instinctives juxtaposées les unes aux autres dans un accord parfait entre ces trois dimensions de la vie. Autrement dit, ce que je savais sur ces trois sujets de la vie, qui restent toujours mystérieuses et incomprises. Je n'étais pas surpris, par exemple, de retrouver une coiffure sous forme d'oiseau en accordance avec la tête d'une déesse égyptienne. Plus d'une vingtaine de ces travaux concernant cette trilogie personnelle sur la vie à travers la nature avaient été exposés en 2009 au Palais des Rois de Majorque à Perpignan en France, sur invitation d'une association culturelle Coup de Soleil. Sans citer la perspective horizontale, le contour en tant que principe de base, les couleurs inimitables qui flattent l'œil, j'étais totalement englouti dans cet art éternel aux mystères multiples. Ma première peinture murale à l'eau sur une façade peinte à la chaux était la jouissance des moissons. La récolte dorée, rassemblée en dépôts précieux élevés, au sommet de laquelle un paysan, à l'aide d'une fourche en bois, poussait les gerbiers sous les sabots de 4 vaches aux longs cornes en lyre, attachées 2 à 2, guidées par un autre paysan avec un bâton léger, afin de fouler leur richesse pénétrée de soleil. C'était un temps d'abondance, au labeur récompensé. Sur la face opposée, je n'avais pas trouvé mieux qu'un demi-relief qui célébrait un exploit militaire. En contemplant les détails de mon documentaire concernant forme et couleur, il y avait 2 prisonniers qui semblaient être des géants capturés dans un film de science-fiction, avec des chaînes autour du cou, présentés à je ne sais quel dieu pharaon. Une scène émouvante de ces 2 soldats agenouillés et enchaînés par le cou au sort inconnu. Seraient-ils intégrés, libres, réduits à l'esclavage ou abattus? Seraient-ils capables d'échapper à leur destin? Personne ne le savait. Une peinture murale à 2 dimensions, mais qui me poussait à me poser des questions de plusieurs dimensions. 2 silhouettes à 1000 facettes. Sur les façades des 2 portes en bois de l'armoire, j'avais peint à l'huile la déesse Isis et la reine Néfertiti. La déesse accompagnant la reine, peut-être dans l'au-delà, après sa mystérieuse disparition. Néfertiti, la beauté légendaire, qui échappait au canon de la beauté, d'une taille tellement fine et mince qu'on dirait une fleur de papyrus prête à éclore, ou une pierrite de chou prête à voler. Isis, dans sa robe moulante, modèle de la mère et de l'épouse idéale au pouvoir infini qui protège de tous les dangers et guérit tous les maux. J'avais vécu ce travail de tous mes sens. J'interprétais cette œuvre si finie plus que je la reproduisais. Je questionnais cette habileté inégalée pour aller au-delà de mes limites. Ainsi mon art est invisible et fait partie intégrante de la reproduction apparente. Une apparence qui intègre l'essence de ce que je suis et de ce qu'était le talent de ces artistes, ces ancêtres perdus dans la mémoire humaine antique. Sur le mur d'en face, avec une fenêtre au milieu, donnant à chaque espace sa place, j'avais peint la triade du faucon Horus, fils posthume d'Isis et d'Osiris. Horus, dieu lointain de l'azur, qui voit à travers le soleil et la lune, qui surmontait la difficulté de l'existence et qui incarnait le bien. Je l'avais réalisé au-dessus de la fenêtre, symbole de distinction entre hommes et femmes, avec ses ailes majestueuses,
protectrice de sa mère Isis, qui avait triomphé de la mort par l'amour, peinte sous son aile droite face à son père Osiris, au règne civilisateur et bienfaisant, peint sous son aile gauche la fenêtre symbole de dualité entre la vie et la mort, séparant Isis de son défunt époux Osiris, à travers de laquelle Ré le soleil, le feu divin créateur de la lumière, éclaire et réchauffe le monde. Ré, le possesseur de la vérité et de la justice, auteur du monde inférieur et du monde supérieur. Par sa lumière qui y pénètre, amplifier les chants de résurrection récités par Isis pour rendre la vie à Osiris. J'avais complété tout ce travail en recouvrant la partie inférieure des murs d'une hauteur de 50 cm de reproduction hiéroglyphes, dessins d'animaux et autres petites créations inspirées de cet art de la maison éternelle. Des images gaies qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà, dans la chambre des pharaons. Il accompagnait celui qui dort dans son sommeil, et ici chez nous, on dit que le sommeil est le frère de la mort.